Ma fiancée a publié un message disant qu'elle montait en fin de gamme après avoir rencontré un homme riche lors d'un séminaire. J'ai commenté d'un seul mot, félicitations. Ensuite, j'ai annulé la salle de réception de notre mariage et j'ai expliqué à tout le monde pourquoi elle recevait des appels frénétiques lorsque la femme de cet homme la contactait. Moi, un homme de 32 ans, je suis, ou plutôt j'étais, fiancé à Clara, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Notre mariage devait avoir lieu dans 9 semaines. 9 semaines. Je suis analyste de données. J'observe les schémas. Je suis pragmatique. C'est peut-être ce qu'elle trouvait ennuyeux. J'ai toujours pensé que cela faisait de moi quelqu'un de fiable. Je gagne bien ma vie. Notre vie était confortable. Nous économisions pour acheter un appartement. Je payais la majeure partie du mariage, et ses parents contribuaient pour un petit montant forfaitaire. Je suis organisé, donc je m'occupais de tous les prestataires et des contrats. Le week-end dernier, Clara s'est rendue à un séminaire de 3 jours sur le leadership féminin à Nice. Elle travaille dans le marketing et son entreprise a tout payé. Je la soutenais sincèrement. Je l'ai conduite à l'aéroport d'Orly. Nous nous envoyions des messages comme d'habitude. Puis hier soir, samedi, ses réponses ont commencé à se faire plus rares. J'ai supposé qu'elle était très occupée à faire du réseautage, et mon Dieu, elle l'était vraiment. Vers 22 heures, je faisais défiler les réseaux sociaux. Une nouvelle publication de Clara est apparue. Ce n'était pas une publication éphémère. C'était une publication permanente sur son profil. La photo la montrait en train de trinquer avec une coupe de champagne avec un homme que je n'avais jamais vu. Il était plus âgé, la quarantaine environ, et portait une montre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ils étaient sur le toit-terrasse d'un bar, avec les lumières de la ville derrière eux. Elle rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis un moment. Mais la photo ne fut pas le coup de grâce. La légende disait qu'elle travaillait avec des dirigeants pour gagner sa vie et qu'elle montait enfin en gamme. Elle avait ajouté un emoji faisant un clin d'œil, disant qu'il était tellement incroyable de créer des liens avec des gens qui voient votre vraie valeur, accompagné des mots-clés nouveaux horizons, réseautage et montée en gamme. Je l'ai fixé du regard. Montée en gamme. Elle ne parlait pas d'un nouveau poste. Elle parlait de lui. Le type sur la photo. Et j'étais le style de vie qu'elle quittait pour monter en gamme. L'émoji clin d'œil. Elle en était fière. J'ai eu un frisson glacial. Ni chaud, ni en colère, juste un froid polaire. Mes mains étaient parfaitement stables. Les 4 dernières années ont soudain pris tout leur sens. Les petites plaintes concernant ma voiture trop raisonnable. Ces soupirs lorsque je suggérais des vacances en Bretagne au lieu d'un voyage à l'étranger. Le réseautage qu'elle faisait. J'ai ouvert les commentaires. Ses amis étaient déjà là, écrivant des choses comme « Vas-y ma belle, fonce ». C'est qui ce beau gosse, avec des émojis d'yeux, ou encore « C'est une sacrée montre, avec des émojis de feu ». Je tape un seul mot et je le publie sous mon nom d'utilisateur. Félicitations. Ses amies sont devenues silencieuses. L'une d'elles a supprimé son commentaire. Clara a dû recevoir la notification instantanément car mon téléphone s'est illuminé de ses messages. Elle me demandait ce que cela signifiait, pourquoi j'avais commenté cela, et disait que c'était juste une blague de réseautage. Je n'ai pas répondu. Une blague, bien sûr. J'ai éteint mon téléphone. J'ouvre mon ordinateur portable. J'ai affiché le dossier du mariage sur mon bureau, celui contenant tous les contrats. J'étais le seul à y figurer, avec mon nom et ma carte de crédit enregistrée pour tous les acomptes. Le pragmatisme. À 22h17, j'ai appelé le numéro de permanence de notre salle de réception, le Lys doré. Je suis tombé sur le responsable de nuit. J'ai expliqué que je devais annuler. Il m'a dit que je perdrais la compte non remboursable de 5 000 €. J'ai répondu que je comprenais, que je le priais d'annuler et de m'envoyer un courriel de confirmation immédiatement. Il a demandé si j'étais sûr, car il ne pouvait pas relouer avec un préavis aussi court. J'ai confirmé être sûr à 100% et j'ai exigé l'annulation. Le courriel est arrivé à 22h19. Statut, annulé. À 22h20, j'ai envoyé un courriel au traiteur, Saveur des saisons. J'avais trouvé une clause d'annulation dans le document PDF précisant qu'à plus de 60 jours de l'événement, je ne perdais que l'acompte de 1 000 €. L'objet était
annulation de l'événement numéro 4512 à mon nom et à celui de Clara. Dans le corps du message, j'ai écrit que conformément à l'article 4A de notre contrat, j'annulais par la présente notre événement prévu à cette date. J'ai précisé que je comprenais que cela entraînait la perte de l'acompte de 1000 € et j'ai demandé une confirmation de réception. À 22h24, j'ai envoyé un courriel à photographie instantée. Même chose. J'ai perdu l'acompte de 800 €. À 22h28, j'ai envoyé un courriel au groupe de musique, Les Noctambules. J'ai perdu l'acompte de 700 €. Le préjudice total s'élevait à 7500 €. J'ai inscrit ce chiffre dans un nouveau tableur intitulé « La taxe Clara ». Je n'avais pas fini. Les invités. Nous avions 150 personnes conviées. Les faire-part avaient été envoyés. Les gens réservaient leurs billets de train. Ce serait cruel de les laisser la prendre par la rumeur. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai affiché le fichier de la liste des invités. J'ai copié les 150 adresses et je les ai collées dans le champ de copie cachée. C'était la partie importante. Je ne devais pas être émotif. Je devais m'en tenir aux faits. Ce n'était pas une vengeance. C'était une annonce. Elle avait fait son annonce, maintenant je faisais la mienne. J'ai fait une capture d'écran de sa publication sur les réseaux sociaux. La photo, la légende, et mon commentaire, félicitations. Je l'ai jointe au message. L'objet était « Annulation du mariage d'Alexandre et Clara ». Dans le corps du texte, j'ai écrit « Chers amis et famille, ce courriel a pour but de vous informer avec grand regret que le mariage entre Clara et moi-même prévu à cette date est annulé. La raison de cette annulation soudaine est la décision de Clara de poursuivre une montée en gamme. Ce qu'elle a annoncé publiquement ce soir. Veuillez voir la capture d'écran ci-jointe. Cette nouvelle opportunité entre apparemment en conflit avec son engagement préalable envers moi. J'ai déjà informé tous les prestataires comme le lys doré ou saveur des saisons et j'ai assumé les acomptes non remboursables. Vous n'avez donc pas à vous en soucier. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris des dispositions pour le voyage ou l'hébergement. Je suis profondément désolé pour les désagréments et les frais occasionnés. Je viens moi-même de l'apprendre et je voulais vous en informer le plus rapidement possible. Je vous prie de ne pas contacter Clara. Car elle profite de son séminaire et se concentre sur ses nouveaux horizons. Toutes les questions peuvent m'être adressées, bien que je demande un peu de patience. Cordialement, Alexandre. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer » pendant environ 10 secondes. J'ai pensé à l'humiliation, au gâchis, au mensonge. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis je me suis déconnecté. J'ai mis une semaine de vêtements dans un sac de sport. J'ai pris mon ordinateur portable, ma brosse à dents et ma copie du bail. Notre appartement est à moi. Je l'ai loué 1 an avant qu'elle n'y emménage. Son nom n'y figure pas. Elle me verse une participation convenue chaque mois, mais ce n'est pas un loyer. C'est juste une contribution aux frais. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon ami Benoît. J'y suis arrivé vers 23h30. Il a ouvert la porte, a vu mon visage et mon sac. Il m'a demandé ce qui s'était passé et a dit que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai répondu que c'était un peu ça et je lui ai demandé si je pouvais dormir ici. J'ai ajouté que je venais d'annuler mon mariage. En disant cela, j'ai rallumé mon téléphone juste pour voir. C'était une véritable explosion nucléaire. 19 appels manqués de Clara, 8 appels manqués de sa mère Diane, 3 appels manqués de sa témoin Chloé, et plus de 50 messages textes. C'étaient tous des variantes me demandant ce que j'avais fait, m'ordonnant de l'appeler immédiatement, me traitant de fou et me demandant comment j'avais pu l'humilier de cette façon. Le dernier message de Clara venait d'arriver. Elle disait que cette publication était une blague, me traitait de psychopathe et m'accusait d'avoir ruiné sa vie pour une blague. J'ai regardé Benoît et je lui ai dit qu'elle affirmait que c'était une blague. Il a lu la capture d'écran. Il a commenté, une blague avec un type nommé Julien Mercier, le PDG de Mercier Technologies? Ce n'est pas une blague, c'est un plan de carrière. Il m'a demandé si je voulais une bière. J'ai répondu oui, vraiment. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Ce n'était que le début. Première mise à jour. Cela fait 3 jours. Je suis toujours chez Benoît, travaillant depuis sa table de cuisine. Mon patron a été incroyablement compréhensif à ce sujet. Il m'a simplement dit de prendre le temps nécessaire et de faire ce que je pouvais.
Les retombées ont été explosives. Ma famille et mes amis sont à 100% de mon côté. Ma mère est furieuse, de cette manière silencieuse et terrifiante. Mon père a juste dit que cet argent perdu de 7500 € était le meilleur investissement que je ferai jamais. Benoît a été un roc, filtrant les appels et s'assurant que je mange. Du côté de Clara, c'est une toute autre histoire. C'est une véritable leçon de déni et de supériorité morale. D'abord est venue l'attaque de sa témoin, Chloé. Elle m'a envoyé un long message cinglant. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à y croire, que j'étais l'homme le plus toxique, manipulateur et peu sûr de lui qu'elle ait jamais rencontré. Selon elle, Clara n'avait fait qu'une petite publication humoristique, peut-être un peu de mauvais goût, mais elle était juste enthousiaste à l'idée de faire du réseautage. Et moi, j'avais répondu en détruisant toute sa vie, en envoyant cela jusqu'à ses grands-parents. Elle m'a traité de monstre, ajoutant que Clara était dévastée et que j'avais fait exploser une relation de 4 ans parce que je ne supportais pas qu'elle ait du succès. J'étais fatigué. J'ai simplement répondu pour demander si la blague était avec un PDG marié. Je lui ai demandé si elle allait l'aider à payer sa moitié des 7500 € d'acompte perdu et j'ai précisé que je lui envoyais une demande de remboursement immédiatement. Elle m'a bloqué, mais j'ai bien envoyé une demande de 3750 € à elle et à Clara. Elle est juste là, en attente. Ensuite, ce fut au tour de la mère de Clara, Diane. Elle n'a pas envoyé de message. Elle a appelé sur le téléphone de Benoît. Clara a dû lui donner le numéro. Benoît, que Dieu le bénisse, me l'a simplement passé. Diane s'est exclamée en disant mon prénom, enfin, et m'a dit que je devais arrêter cela tout de suite. J'ai demandé ce que je devais arrêter, lui précisant qu'il n'y avait plus rien à arrêter car c'était terminé. Diane a insisté sur le fait que je devais envoyer un autre message pour me rétracter, dire à tout le monde que j'avais mal compris et que j'avais réagi sous le coup de l'émotion. Elle m'a accusé d'avoir humilié sa fille et sa famille. Je lui ai rappelé que Clara avait publié une photo avec un autre homme en se vantant de sa montée en gamme, et que c'était elle qui m'avait humilié. Je n'avais fait qu'informer les invités que la fête était annulée. Diane a rétorqué que c'était une jeune femme qui s'enthousiasmait facilement, que cet homme, Julien, était un mentor très important, et qu'elle célébrait simplement ses nouvelles opportunités. Elle m'a reproché d'avoir probablement gâché cela pour elle aussi, en prenant ses mots et en les déformant pour en faire quelque chose d'horrible. J'ai répondu que la seule personne qui pensait que « monter en gamme » était un terme de mentorat était elle. Je me suis excusé que ce soit embarrassant pour elle, tout en soulignant que je n'étais pas celui qui avait été infidèle. Elle a affirmé que Clara n'avait pas fauté, que je ne le savais pas et que je n'avais aucune preuve. Elle m'a traité de mesquin, disant que je la punissais d'être ambitieuse et que j'avais toujours essayé de la freiner. Je lui ai demandé si c'était pour cela que je payais 80% de son mariage ambitieux. J'ai déclaré que j'en avais fini avec cette conversation et je lui ai dit au revoir avant de raccrocher. Cette remarque sur le fait de la freiner m'a piqué. Tout ce que j'avais fait, c'était d'essayer de construire une vie avec elle. Mais l'événement principal, le point culminant de tout ce désastre, s'est produit hier soir. Vous vous souvenez de ce courriel que j'ai envoyé, celui avec les 150 invités en copie cachée. Je ne savais pas qui y figurait exactement, j'avais juste copié la liste. Eh bien, l'un des anciens collègues de mon père, un type nommé Marc, m'a répondu à moi seul. Il m'a écrit que c'était terrible, qu'il était vraiment désolé, mais qu'il devait me dire quelque chose. Il connaissait la femme de l'homme sur la photo, Julien Mercier. Elle s'appelle Éléonore Mercier et ils vivent dans son quartier. Ils se connaissent depuis le lycée. À sa connaissance, ils ne sont pas séparés. Il a estimé qu'elle devait le savoir et lui a transféré mon message avec la capture d'écran, mes explications, absolument tout. Il s'est excusé s'il avait outrepassé ses droits, mais cela lui semblait être la bonne chose à faire. Mon cœur battait à tout rompre. Outrepasser ses droits. Cet homme méritait une médaille. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 21h, mon téléphone a sonné. C'était Clara. J'avais bloqué son numéro, alors elle appelait depuis le téléphone de l'hôtel. J'ai décroché. Je voulais entendre ça. J'ai dit « Allô Clara ». Elle était hystérique, elle ne pleurait pas mais elle hurlait en me demandant ce que j'avais fait. J'ai répondu que je ne voyais pas de quoi elle parlait, que j'avais annulé le mariage, envoyé un courriel et que j'avais été assez clair. Clara a crié que sa femme avait appelé dans la chambre.
Elle avait appelé la réception de l'hôtel et exigé qu'on la mette en communication avec son mari et sa maîtresse. Une approche très directe, ai-je noté. Clara m'a dit de ne pas faire le malin. Cette femme connaissait mon nom. Elle était au courant pour la publication. Elle a dit avoir reçu un courriel et m'a demandé si c'était le mien, si je le lui avais envoyé. J'ai répondu que je l'avais envoyé à la liste des invités et que l'un d'eux la connaissait. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait affiché sa liaison sur un forum public. Je lui ai demandé si elle pensait que personne ne le découvrirait, d'autant plus qu'elle avait identifié son nom dans la publication originale avant de la supprimer. Clara a répondu qu'il lui avait dit qu'il était séparé, que ce n'était qu'une question juridique et que sa femme était difficile. Il lui avait menti. J'ai alors rétorqué qu'elle passait donc d'un analyste fiable à un PDG menteur, et qu'elle m'en voulait parce que sa femme l'avait découvert. J'ai ajouté qu'elle était incroyable. La voix de Clara s'est brisée, elle sanglotait. Elle a dit que sa femme bloquait ses cartes, qu'il était au téléphone avec sa banque en train de crier. Son vol de retour était le lendemain et il l'avait réservé avec sa carte. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas si son billet était encore valide, qu'il la tenait pour responsable et disait qu'elle avait ruiné sa vie. J'ai répondu que c'était simplement tragique, qu'il semblait que sa montée en gamme avait été revue à la baisse et que c'était dommage pour elle. Elle m'a supplié de réparer ça. Elle m'a dit d'appeler cette Éléonore, de lui dire que je mentais, que j'avais truqué la capture d'écran, que j'étais un ex jaloux et que j'avais tout inventé. Je suis resté silencieux pendant 10 bonnes secondes. L'audace et le sentiment d'impunité à l'état pur. Elle voulait que je mente à l'épouse de son amant pour sauver sa propre relation avec cet homme, celui-là même avec qui elle me trompait. Je lui ai dit d'écouter très attentivement. Non, je n'allais pas réparer ça. Elle avait créé cette situation et elle devait l'assumer. Et en parlant de réparer, j'avais réglé le problème de notre appartement. Elle a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai expliqué que son nom n'était pas sur le bail et ne l'avait jamais été. À son retour de son voyage de réseautage, elle découvrirait que sa clé ne fonctionnerait plus car j'avais déjà fait changer les serrures. Clara a protesté en disant que je ne pouvais pas faire ça, que ses affaires y étaient, ses vêtements, son ordinateur. Je lui ai répondu que tout était en train d'être emballé en ce moment même. J'avais engagé une société de déménagement. Tout serait placé dans un box de stockage de taille moyenne. J'avais payé le premier mois. La clé et l'adresse du local allaient être envoyées par courrier recommandé chez sa mère. Après 30 jours, la facture serait à sa charge. Il y a eu un silence de mort, puis elle a murmuré mon prénom. Je lui ai dit que je ne lui adresserais plus jamais la parole. Elle voulait une montée en gamme, elle voulait de nouveaux horizons, elle n'avait qu'à aller les trouver. Je lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro de l'hôtel. Benoît m'a juste regardé et a répété le mot « box de stockage ». J'ai confirmé que c'était la solution pratique. Il a hoché la tête en disant « c'est glacial, mais d'une certaine manière, c'est magnifique ». Je ne me sens pas magnifique. Je me sens vide, mais je me sens aussi libre. Maintenant, je dois juste gérer l'arrivée inévitable d'elle et de sa mère à ma porte. Dernière mise à jour. 1 mois s'est écoulé. La poussière est retombée, mais pas avant une dernière explosion massive d'audace. Je suis rentré dans mon appartement environ 1 semaine après la dernière mise à jour. Les déménageurs avaient fait leur travail. L'endroit semblait stérile. Tous ces petits bibelots, sa 50aine de coussins, ses bougies parfumées avaient disparu. Il n'y avait plus que mes affaires. C'était calme. J'ai passé la première nuit assis en silence. C'était à la fois terrible et un immense soulagement. La confrontation à laquelle je m'attendais s'est produite 3 jours après mon retour. L'interphone a sonné. J'ai regardé la caméra. C'était Clara et sa mère, Diane. Elles avaient l'air terribles. Clara avait les yeux gonflés. Diane semblait avoir vieilli de 10 ans. J'ai appuyé sur le bouton pour parler et je leur ai dit qu'elle n'était pas censée être là et que c'était une violation de domicile. Diane a collé son visage à la caméra en me disant d'écouter, que je ne pouvais pas simplement la mettre à la porte et que c'était inhumain. J'ai répondu qu'elle n'était pas à la rue. Ses affaires étaient en sécurité et assurées dans un box de stockage climatisé. La clé avait été livrée dans sa boîte aux lettres par courrier recommandé avec accusé de réception 3 jours auparavant et j'en avais la preuve. Clara a repoussé sa mère en sanglotant et m'a supplié de la laisser entrer, disant que nous devions parler juste 5 minutes.
Je lui ai répondu que nous n'avions rien à nous dire et que je lui avais tout dit lors de notre dernier appel. Elle a admis avoir fait une erreur, une horrible erreur. Elle m'a dit que j'avais raison, qu'il était un menteur. Il avait coupé les ponts et l'avait abandonné au séminaire. Elle avait dû acheter son propre billet de retour avec une carte de crédit. Elle a ajouté que sa femme était un requin, qu'il la blâmait pour tout et qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas rester chez sa mère. Elle m'a supplié, affirmant qu'elle m'aimait et qu'elle n'avait jamais aimé que moi. Le désespoir émanait d'elle. La montée en gamme avait été annulée. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas fait une erreur mais un choix. Elle avait misé l'intégralité de notre relation de 4 ans sur un week-end avec un homme riche. Elle avait joué et avait perdu de façon spectaculaire. Ce n'était pas une erreur, cela faisait juste d'elle une mauvaise joueuse. Diane s'est indignée en me demandant comment j'osais. Selon elle, après tout ce que sa fille avait fait pour moi, après m'avoir soutenu dans ma vie ennuyeuse, je lui étais redevable. Je lui devais une compensation pour l'humiliation que je lui avais causée. Je lui devais un atterrissage en douceur. Je me suis étonné d'être redevable. J'avais perdu 7 500 € en acompte non remboursable. On pouvait appeler ça les frais d'humiliation. J'ai rappelé à Clara que je lui avais envoyé la demande de remboursement pour sa moitié et qu'elle était toujours en attente. Clara a juré de me rembourser, de trouver un travail et de me payer. Elle m'a supplié de la laisser rentrer à la maison, ajoutant qu'il faisait froid dehors et me demandant de ne pas lui faire ça. Pour la petite histoire, il faisait un très agréable 18 degrés Celsius. J'ai répondu non. La réponse était non. C'était mon appartement. Elle n'était plus ma fiancée. Elle n'était plus mon problème. Je lui ai dit qu'elle et sa mère devaient quitter la propriété. Si elles sonnaient encore ou si elles étaient toujours dans le hall d'entrée dans 3 minutes, j'appellerai la police. J'ai relâché le bouton de l'interphone. Je les ai regardées sur la caméra. Diane était livide et hurlait après le boîtier d'appel. Clara s'est tout simplement effondrée. Elle s'est assise sur les marches et a pleuré à chaudes larmes. Diane a essayé de la relever. C'était pathétique. Après quelques minutes supplémentaires pendant lesquelles Diane a martelé le bouton en vain car je l'ignorais, elles sont finalement parties. Ce fut la dernière fois que je les ai vues. Parlons maintenant des conséquences et de la partie justice. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, mais c'est définitif. Concernant Julien, Éléonore Mercier, sa femme, est bien un requin. Marc, l'ami de mon père, m'a donné des nouvelles. Le courriel que j'avais envoyé avec la capture d'écran était la preuve finale et irréfutable dont elle avait besoin pour déclencher une procédure de divorce pour faute très agressive, liée à une clause de leur contrat de mariage. Julien perd sa résidence principale, une énorme partie de ses actions et sa réputation. Il a été contraint de prendre un congé de sa propre entreprise. Il est devenu toxique. Concernant Clara, c'est le gros morceau. Elle a effectivement perdu son emploi, mais pas parce que je les ai appelés. Je n'en ai pas eu besoin. Son entreprise était un sponsor du séminaire sur le leadership féminin. Sa publication sur les réseaux sociaux, qui identifiait le séminaire, a été vue par ses supérieurs. Le scandale de son réseautage avec le PDG d'un autre grand sponsor et l'explosion qui a suivi, les avocats d'Éléonore ayant appelé les deux entreprises, ont fait de Clara une personne toxique et un passif ingérable. Ils l'ont licenciée pour faute grave, invoquant une violation de leur politique relative aux réseaux sociaux et une conduite indigne d'une représentante de l'entreprise. Ainsi, Clara est maintenant au chômage. Elle vit dans sa chambre d'enfant chez ses parents. Sa montée en gamme se résume à un lit simple et à la cuisine de sa mère. Chloé et ses autres amis l'ont apparemment ignoré du jour au lendemain. Personne ne veut être associé à un tel niveau de chaos. En ce qui me concerne, je ne suis pas un héros. Je suis juste un gars qui a évité une catastrophe. Je la signe devant le tribunal judiciaire pour les 3 750 €. Ce n'est plus une question d'argent. C'est pour le tableur. C'est le principe. La taxe Clara doit être payée. Mon avocate, que j'ai engagée pour cela, affirme que c'est une affaire gagnée d'avance. Elle ne paiera probablement jamais, mais un jugement contre elle la poursuivra toujours. Émotionnellement, je vais bien. Je suis une thérapie. C'est bizarre de faire le deuil d'une relation qui s'est terminée parce que l'autre personne était tout simplement horrible. On n'est pas seulement triste, on a honte. Je ne fais pas de rencontres. Je ne vis pas ma meilleure vie.
Je vis, c'est tout. Je lis davantage. Je vois mes amis. Je redécouvre l'atmosphère de mon appartement. C'est agréable de ne pas avoir 50 coussins sur le lit. J'ai l'impression d'être sorti d'un brouillard long de 4 ans. Le commentaire sur la montée en gamme a été la chose la plus cruelle mais aussi la plus gentille qu'elle ait jamais faite pour moi. Elle m'a dit la vérité d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Elle voulait monter en gamme. Au lieu de cela, c'est la mienne qu'elle a améliorée. Je suis juste triste qu'il m'en ait coûté 7500 € pour le découvrir. Merci de m'avoir laissé vider mon sac. J'en ai fini avec tout ça. Commentaire, je voulais partager quelques réflexions avec vous après cette histoire intense. Protéger sa propre dignité n'est jamais une réaction excessive. Poser des limites claires est avant tout un acte de respect envers soi-même. Il est essentiel d'écouter ce que les actions des autres nous disent, bien davantage que leurs paroles. Nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, mais nous sommes toujours responsables de nos propres réactions. La guérison commence souvent par le choix difficile de s'éloigner de ce qui nous blesse. Parfois, la plus grande gentillesse que l'on puisse s'offrir consiste à choisir la tranquillité plutôt que le chaos. Chacun de nous mérite d'être dans une relation où il se sent valorisé et en sécurité. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais votre propre valeur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.